La quatrième recommandation que fit Herzl au congrès de Bâle était les démarches à faire, que l'on pouvait appeler aussi lobbying, auprès des grandes puissances de manière permanente, principalement occidentales, visant à obtenir leur consentement aux visées sionistes. Et nous l'avons vu pour Gaza, où des responsables du gouvernement israélien ont fait, si j'ose dire, le tour de leurs petits copains pour les informer de leurs intentions, mais surtout pour obtenir leur consentement. À Gaza, le porte-flingue, c'est Israël, mais les véritables criminels sont le sionisme et ceux qui le soutiennent, y compris lorsqu'ils se taisent. En matière de droit et justiciable, celui qui ne porte pas assistance à une personne en danger. Mais qu'avons-nous fait à Gaza? Tous ceux qui soutiennent Israël, et par voie de conséquence, sont des criminels. Et là, je ferai une petite parenthèse. Lors de l'agression de Gaza par l'armée israélienne, les populations mondiales manifestaient en soutien au peuple palestinien. Eh bien, le CRIF militait non en soutien de la dizaine de victimes israéliennes, non, il militait en soutien de l'armée. Quel être humain digne de ce nom peut agir ainsi? Le mot anglais lobbying, selon son emploi, est plus acceptable que le mot complot. Pourtant, en français, la définition de ce mot est plan concerté en vue de nuire à quelqu'un. Vanter la qualité d'un produit auprès de tierces personnes, individuellement ou collectivement, peut effectivement être nommé lobbying. Mais lorsque ces entretiens, ces arrangements visent à nuire à une personne ou à une communauté, cela, qu'on le veuille ou non, s'appelle complot. C'est malheureusement ce qui se passe aux USA ou en Europe, où l'organisation sioniste mondiale mène une politique d'influence outrancière, quand ils ne sont pas, par notre élection, au centre des décisions. Theodor Herzl déclarait dans ses notes complètes en date du 12 juin 1895, en parlant des Arabes de Palestine, qu'il faudrait inciter la population démunie à traverser la frontière en la privant d'emploi. Démunie, bon. Que le processus d'expropriation et le retrait des pauvres, pourquoi les pauvres, doivent être menés discrètement et avec circonspection. Le philosophe juif russe Hat Ha'am, commentant sa première visite en Palestine en 1891, déclarait: à l'extérieur, on a coutume de croire qu'Israël est presque vide, que rien n'est cultivé ici, et que quiconque veut acheter de la terre n'a qu'à venir et acheter selon ses désirs. En réalité, la situation n'est pas celle-là. Au travers du pays, il est difficile de trouver de la terre cultivable qui ne soit déjà cultivée. Et ajouter, si un jour la vie de nos fiers juifs en Palestine se développe au point de refouler les habitants du pays sur une petite ou une grande échelle, alors ces derniers ne céderont pas facilement leur place. En réalité, Theodor Herzl, intellectuel conservateur de l'Empire austro-hongrois, avait déjà une idée très précise de son projet. Et les Juifs, fuyant l'antisémitisme, les pogroms et les persécutions dont ils étaient victimes en Europe de l'Est, principalement en Russie, et arrivant par vagues successives en Autriche, inspira son projet et se servit de cet exode pour le finaliser.
Mais aujourd'hui, nous savons qu'il cherchait principalement à maintenir la séparation des classes à laquelle il était attaché. Il s'inspire pour ce faire, pour son projet, de la colonisation occidentale, Léopold Ier au Congo, Cecil Rhodes en Rhodésie, etc. Il sait déjà, dès le départ, que son projet ne pourra se réaliser sans un nettoyage ethnique.